Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans cette édition spéciale. Nous nous trouvons aujourd'hui dans la résidence de son Excellence l'ambassadeur du Royaume-Uni au Maroc, M. Thomas Reilly. Il nous a accordé une interview où l'on traitera de différents sujets, notamment la coopération présente et future entre les deux royaumes ou encore les accords de continuité dressant le tableau des rapports commerciaux post-Brexit avec le Maroc. Une interview sans langue de bois et on l'espère très instructive pour vous. À Pointé en juin 2017, l'ambassadeur du Royaume-Uni au Maroc, Thomas Reilly, est arrivé dans son pays d'accueil bardé d'ambition. Économie, culture, écologie, promotion touristique du Maroc, l'homme est sur tous les fronts et multiplie les événements destinés à consolider les liens entre les deux royaumes. Privilégiant une communication transparente et une approche moins collémentée de la diplomatie, l'ambassadeur a pu surprendre quelquefois par son franc-parler et par sa décontraction, en insistant notamment sur le fait que les relations Nord-Sud devaient tourner le dos à d'anciens mécanismes et se faire sur des bases plus égalitaires. Workaholic assumé, Thomas Reilly s'est également manié la carte People lorsque cela s'avère utile. Ce fut le cas lors de la visite au Maroc du prince Harry et de son épouse Meghan Markle, visite ayant eu l'éducation et la femme pour principaux axes et que l'ambassadeur a largement contribué à mettre en place. Celui qui a affirmé à plusieurs reprises que les protocoles n'étaient pas pour lui a ainsi pu s'adonner à sa mission dans les règles d'un art qui lui est propre et jongler entre plusieurs casquettes. Votre Excellence, merci beaucoup de nous accueillir déjà dans votre résidence pour une interview où l'on abordera plusieurs questions, notamment concernant nos actualités respectives, le Brexit, les accords de coopération entre le Maroc et le Royaume-Uni. Alors la première question que j'aimerais vous poser, c'est par rapport à votre arrivée au Maroc, vous aviez souhaité dès le départ renforcer la coopération commerciale et culturelle entre nos deux pays. Quelles ont été vos actions en ce sens? En premier lieu, merci pour cette opportunité de pouvoir vous parler. Pour moi, quand il s'agit des relations bilatérales, c'est très facile de concevoir des relations à travers la lentille seulement des relations politiques ou diplomatiques. Et pour moi, les relations entre deux pays, c'est beaucoup plus profonde et beaucoup plus large que cela. Donc il faut vraiment penser à avoir plusieurs piliers, plusieurs volets dans une relation bilatérale. Que ce soit bien évidemment relations politiques et diplomatiques, mais sécuritaires, culturelles, économiques, éducatives, sportives, etc., etc. Donc pour moi, tout ça, ça fait partie de la gamme des relations bilatérales. Donc pour moi, c'était vraiment la première chose, c'était un peu présenter le Royaume-Uni comme un pays diversifié, avec une variété, avec une offre culturelle aussi bien large que profonde. Et le problème, c'est que quand on pense du Royaume-Uni, on pense peut-être un peu d'un pays un peu coincé, chapeau melon, bottes de cuir, les gens qui marchent au travail sous un parapluie où il pleut tout le temps et on mange que du poisson, du fish and chips. Le Royaume-Uni, c'est pas comme ça. Donc j'ai fait venir des experts dans les restaurants romains mondialement connus, des chefs britanniques avec des étoiles Michelin, des équipes de saut d'obstacles de cheval, des équipes d'Oxford et Cambridge, de l'Aviron. J'ai fait venir le London Community Gospel Choir, qui est un choral des Noirs qui vient de Londres. Et j'ai fait récemment venir aussi le Welsh National Opera, qui est un opéra mondialement connu avec un très haut niveau, qui sont venus ici en Afrique pour la première fois d'ailleurs, bien évidemment au Maroc aussi pour la première fois. Et j'ai aussi fait venir la cavalerie royale pour être salon de cheval à Al-Jadida. Donc on a conçu toute une gamme des activités culturelles et sportives pour vraiment promouvoir un peu le Royaume-Uni et un peu challenger cette perception du Royaume-Uni comme un pays un peu coincé, un peu décalé du temps, mais vraiment montrer que c'est un pays moderne. Dans le secteur commercial, c'est un peu la même chose. Les deux pays ne se connaissent pas très bien, donc il fallait présenter les opportunités ici, amener des Marocains au Royaume-Uni et essayer d'identifier des secteurs où nous, on a quelque chose à vous offrir ici. Puisqu'à la fin, c'est vraiment très important de souligner ce point, que les relations bilatérales, ce n'est pas une question de grands frères et petits frères, de force et faiblesse. Il faut que ce soit un partenariat équitable. Et si ça ne marche pas, si ce n'est pas égal entre les deux pays, ça ne marche pas. Un mariage qui est déséquilibré, ça ne fonctionne pas.
Et c'est la même pour les relations bilatérales internationales. Donc là, il fallait faire venir des entreprises britanniques pour montrer les opportunités ici, que ce soit dans le secteur financier, que ce soit dans le secteur port, infrastructure, énergie renouvelable, secteur financier, éducatif. Donc il y a beaucoup de secteurs agricoles, il y a beaucoup de secteurs où il y a des opportunités pour les entreprises britanniques ici au Maroc. Mais la chose la plus importante, c'est un peu de se présenter l'un à l'autre et vice-versa. Et vraiment, afin que le peuple se connaisse mieux. C'est vrai qu'une fois dans une interview, vous aviez dit que les Britanniques n'avaient pas réellement une profonde connaissance du Maroc, que pour eux, c'était peut-être un village de vacances ou autre. Est-ce que vous avez l'impression que depuis, leur vision a changé, on va dire? Ça, c'est difficile pour moi à dire, mais je l'espère bien. Quand on demande à un Britannique, est-ce que vous connaissez le Maroc, il va dire « Ah oui, le Marrakech, j'étais en vacances à Marrakech ou à Agadir ». Et pour moi, le Maroc, c'est un enfant beaucoup plus large que ça. Vous avez des pays impériaux comme, bien évidemment, le Rabat, Fès, Meknès, Marrakech, mais vous avez aussi des villes extraordinaires comme Larache, comme Essaouira, comme Tanger, comme Oujda, que j'ai beaucoup aimé. Et puis vous avez des montagnes, mais de vraies montagnes, des montagnes de 4200 mètres, hein, c'est pas une petite colline. Vous avez 3500 km de mer, aussi bien à la Méditerranée que de l'Atlantique. Et vous avez une histoire, une culture très riche à offrir, que ce soit la cuisine, que ce soit le toubourida que j'ai adoré. Je trouve que c'est magnifique. Hein. Je pourrais passer toute la journée en regardant la fantaisie. Donc pour moi, c'était vraiment un peu offrir tout ça au Royaume-Uni, écrire des articles, utiliser surtout le Instagram pour un peu montrer la beauté de votre pays. Et si ça a un effet ou non, je ne sais pas. On a eu une augmentation d'à peu près 100 000 touristes britanniques pendant mon mandat ici. Et on a aussi eu la bonne heure de la visite royale l'année dernière où on a pu un peu montrer le pays. On est allé à Asni, on est allé visiter le Casbah, le jardin andalous, le village des ambassadeurs, quand on avait Prince Harry et Meghan qui étaient là. Donc on a pu optimiser leur présence ici pour un peu montrer le pays aux Britanniques. Et il y avait un haussement de tourisme juste après de 15%. Donc on a pu, j'espère, augmenter le nombre de Britanniques qui viennent ici. Et on est le deuxième plus grand nombre de nuitées. Il y a 750 000 à peu près Britanniques qui viennent ici. Et ils ne viennent pas pour 2 ou 3 jours, ils viennent pour une semaine, 10 jours. Et ils ne vont pas dans des petites auberges, ils vont dans des grands hôtels, donc ils dépensent beaucoup. Ils laissent beaucoup de livres sterling dans l'économie marocaine. D'accord. Alors vous êtes quelqu'un de très modeste à ce qu'on dit, donc je n'imagine pas que vous allez vous vanter de quoi que ce soit, mais quel bilan est-ce que vous pourriez faire, on va dire, de vos 2 années passées ici? Malheureusement, c'est 2 ans et demi. 2 ans et demi, exactement. Et ils sont passés un peu comme ça. Donc il faut dire, on a commencé le dialogue stratégique entre les deux pays. On avait commencé en juillet 2018 à Londres. Et puis l'année dernière, on avait le retour ici à Rabat. Donc déjà il y a ça, puis on a signé l'accord pour l'éducation qui permet les écoles britanniques à s'ouvrir ici. Donc déjà on a la première vague des écoles britanniques ici. On a pu concevoir commission conjointe pour la haute éducation, pour l'éducation tertiaire, autrement dit l'université, qui s'est réunie la première fois la semaine dernière à Londres. On a un joint task force, autrement dit un programme conjoint pour identifier les opportunités pour les entreprises britanniques ici et les entreprises marocaines au Royaume-Uni. Donc on a pu faire tout ça. Et puis bien évidemment, il y a les accords sur la permission que les forces britanniques viennent ici au Maroc et opèrent ici au Maroc. On a aussi pu signer le traité d'extradition entre les deux pays. Et bien évidemment, en octobre de l'année dernière, on a pu signer notre accord de libre-échange entre le Maroc et le Royaume-Uni. Donc, quand on se pose la question sur les accords qu'on a pu signer, on a un bilan pas mal. Mais si on se pose aussi la question de si les Marocains connaissent mieux le Royaume-Uni maintenant qu'avant, je l'espère bien. On a fait, j'ai listé tout à l'heure quelques-uns des événements qu'on a pu faire ici. Il y a à peu près 3000 personnes par an qui passent à travers la résidence. Donc on a essayé vraiment d'ouvrir un peu les portes et montrer que nous sommes comme vous, un pays très accueillant, très chaleureux, très hospitalier. Donc moi j'espère bien que les Marocains connaissent un peu mieux le Royaume-Uni à travers les événements qu'on a pu faire ici pendant les 2 dernières années et demie.
Par vos bons soins, certainement. Alors, selon vous, quels seront les axes les plus pertinents des échanges et de la coopération entre le Maroc et le Royaume-Uni pour les années à venir? Pour moi, c'est l'éducation. C'est fondamental. Sans une base bien solide de l'éducation, le futur du pays est limité. Donc pour moi, le système éducatif français, d'ailleurs mes filles sont dans le collège, enfin l'école française en face et au lycée, au collège. Donc le système français, il est excellent. Donc je n'ai rien contre le système français, mais je trouve que le système britannique offre quelque chose de différent. Offre une autre manière de penser, offre une mentalité de challenge, de défi, de trouver les solutions, d'aller chercher une réponse, de oser challenger le prof et de lui dire « non, je ne suis pas d'accord, il y a une autre manière de concevoir la réponse à la question ». Donc le système britannique éducatif offre quelque chose de vraiment différent que le système français ou même, j'ose dire, marocain. Donc, dans les échanges scolaires, éducatifs, moi je trouve que ça c'est vraiment quelque chose à offrir et j'aimerais bien penser que dans l'avenir, il y aura encore plus d'échanges à niveau universitaire, que ce soit les profs, les chercheurs, les académiques, dans le secteur de gouvernance, des étudiants qui s'échangent entre eux. À la fin, les relations entre les personnes sont les relations les plus importantes. Il faut que vraiment je souligne ça. Mais les relations diplomatiques et politiques entre moi et le ministère des Affaires étrangères sont très très importantes. Mais à la rigueur, moi je vais partir et les ministres aussi, ça change. Donc c'est vraiment une question des liens institutionnels, que ce soit entre les écoles vétérinaires ou des universités de sciences ou les échanges culturels entre les deux pays, mais c'est aussi les échanges commerciaux qui sont très très importants. Donc j'aimerais bien voir dans le futur beaucoup plus d'entreprises britanniques qui viennent ici pour investir dans le pays et avec le Maroc en Afrique. Il y a plein d'opportunités dans le continent et c'est ça vraiment le futur. Éducation, échange commercial. Alors justement, parlant de ces échanges commerciaux, vous aviez dit avoir amené pas mal d'hommes d'affaires britanniques ici. Quels ont été les secteurs qui les ont les plus intéressés, on va dire? Ouais. Déjà pour moi, j'ai déjà remarqué l'importance du secteur éducationnel. Donc ouvrir des écoles ici, c'est pas quelque chose qu'on offre gratuitement. Bien évidemment, il va falloir payer pour aller aux écoles britanniques, pas autant que peut-être d'autres écoles, mais quand même il faut payer. Donc ça c'est un secteur très important. Mais dans d'autres secteurs, secteur financier par exemple, vous avez Casablanca Finance City qui est vraiment excellent, qui offre une ouverture pour les entreprises du business, des services de business et de finance envers le continent africain. Vous avez le secteur agricole, tout ce qui concerne OCP avec ses engrais qui sont spécialisés pour les sols africains. Donc là, il y a une ouverture. Et d'ailleurs, le Royaume-Uni a l'invité d'honneur au SIAM qui aura lieu à Meknès au mois d'avril. Dans le secteur des énergies renouvelables, je trouve que Mazen est exceptionnel. Ce que vous avez pu faire ici, c'est vraiment remarquable. Et j'aimerais bien voir les entreprises britanniques ici investir au Maroc dans les prochaines étapes de Nour et de Mazen à Midelt, etc. Mais aussi avec Mazen en Afrique. Si vous voulez parler du Royal Air Maroc, RAM, je sais qu'on a eu nos désaccords, mais c'est tout de même c'est le national carrier. Donc, et il a des intentions d'expansion envers le continent africain. Donc déjà, il y a quelque chose de bien avec lequel on peut travailler. Marchica, c'est une entreprise des égouts et de assainissement des eaux, etc. C'est impressionnant. Mais puis aussi, il y a le secteur des ports, des logistiques, des infrastructures. Quand je regarde Tanger-Med, ça n'existait pas il y a 12 ans, et maintenant c'est le 35e plus grand port du monde, avec des liens avec 38 pays africains. Donc dans beaucoup de secteurs, je trouve qu'il y a des opportunités pour les entreprises britanniques. D'accord. Il est aussi question de prospection pétrolière, de gaz, d'hydrocarbures. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus par rapport à ça? Justement, ce matin, j'ai lu dans les journaux que STX, qui est une entreprise britannique, a trouvé du gaz dans le désert marocain, donc, qui est excellent. Et aussi Sound Energy, maintenant, c'est le numéro 1 pour la provision du gaz domestique à Oné. Donc effectivement, il y a des opportunités dans le secteur gaz et pétrolière qui sont très importantes. Mais pour moi, si on regarde le futur doit être vert. Il doit être dans le secteur énergie renouvelable.
Donc bien qu'il faut une période de transition entre la période de hydrocarbures et la période, soi-disant, vert, et ça c'est pour ça qu'il y a tellement d'importance sur la production de gaz, je trouve que c'est vraiment dans le secteur des énergies renouvelables qu'il faut vraiment mettre tout notre argent et vraiment apponter là sur le futur. Mais c'est clair, on vous dit très écologiste d'ailleurs, mais paradoxalement, vous avez aussi eu, on va dire, une action dans le domaine des hydrocarbures. Donc, comment est-ce que vous avez concilié les deux? Justement, quand j'étais chez Shell, j'ai été chef d'un conseil qui cherchait à trouver un plan d'action pour le gouvernement britannique dans le secteur de transition envers un futur vert. Et Shell, on fait beaucoup de progrès, on fait des grands pas vers l'avant pour vraiment changer son style, son méthode de travail, afin qu'il devienne pas une entreprise des hydrocarbures, sinon une entreprise d'énergie, provision d'énergie. Et c'est vraiment de là où je me suis rendu compte qu'effectivement, il faut absolument qu'on prenne des mesures, qu'on arrête d'utiliser des sacs en plastique, qu'on essaie de recycler. Et nous d'ailleurs, on va mettre des panneaux photovoltaïques sur le toit de cette résidence, afin que cette résidence devienne vraiment verte. Donc c'était vraiment, c'est un voyage, la vie c'est un voyage. Et pour moi, le voyage à travers le Shell, c'était un pas sur ce voyage, un chapitre très important. Mais le Shell aussi, c'est une entreprise qui est en train de se révolutionnaliser, de changer, de vraiment aller vers l'avant en cherchant des solutions à la fois pour obtenir et offrir de l'énergie, mais que ce soit une énergie qui consomme moins des hydrocarbures et il y a moins d'émissions. Donc pour moi, le voyage de Shell, c'est un peu le voyage que nous tous, on doit faire. D'accord, alors justement à votre échelle, à vous, qu'est-ce que vous faites tous les jours, on va dire, pour l'environnement? Parce que c'est très intéressant de connaître votre approche des choses par rapport à cela. Et je sais que vous avez fait quand même pas mal de promotions pour des sites naturels marocains. C'est ce qui se dit, on l'a vu, vous avez vu faire ça. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu? Pour les sites marocains, c'est facile. On ne va que 10 mètres d'ici, on prend une belle photo et c'est une merveille. On va à la plage, on était à la plage aujourd'hui, enfin à côté de la plage, puisque j'ai dû amener ma fille à la gymnasie où elle fait du gymnastique. On était à côté de la mer et on voyait des belles vagues qui se déferlaient sur les plages marocaines. Donc c'est pas difficile de promouvoir la beauté naturelle du Maroc. Pour moi, vous avez fait quelque chose d'exceptionnel quand vous avez dit prohibition totale pour les sacs en plastique au supermarché. Et c'est super, mais la pollution en plastique, on en souffre partout dans le monde. Et on va dans la campagne, ici on voit les déchets plastiques qui en restent. C'est des déchets historiques, mais il faut trouver un système pour recycler. Ici à la résidence et à l'ambassade, on recycle tout avec une petite entreprise qui prenne tous nos déchets pour les recycler. Comme je vous ai dit, ici on va mettre des panneaux solaires sur le toit. J'aurais bien voulu y mettre des panneaux solaires sur le toit de l'ambassade. D'ailleurs, s'il y a une entreprise là-bas qui va nous sponsoriser pour y mettre des panneaux solaires, je suis prenant. C'était votre initiative à la base? C'est vous qui avez demandé ça? Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Mais pour moi, puisque j'ai 2 filles qui sont vraiment le centre de mon monde, c'est les choses les plus importantes de ma vie. Donc je veux leur céder un monde meilleur. Et on ne peut pas concevoir un monde meilleur si le monde s'est étranglé en plastique. Donc il faut avouer que j'ai planté à peu près 50 arbres autour du Maroc pour vraiment attirer l'attention là-dessus. Mais pour y aller, j'ai dû y aller en voiture. Et l'année dernière, on a fait un calcul, on a fait à peu près 85 000 km dans la voiture pour aller du sud au nord, de l'ouest à est, qui est beaucoup. Et ça consomme beaucoup de pétrole, beaucoup de gaz, beaucoup d'essence. Donc je dois dire qu'à certains niveaux, je suis un peu hypocrite, moi aussi. Je prends l'avion pour aller voir ma famille en Angleterre, qui aussi consomme du pétrole. Mais ce sont des nécessités de la vie. Donc il faut trouver un équilibre, il faut faire tout ce qu'on peut pour être conscient de la pollution, pour être conscient des émissions, et pour les réduire et pour les contrefacer, si vous voulez, en plantant des arbres ou en utilisant moins d'électricité, éteindre les lumières quand on sort de la pièce, etc., etc. Mais on doit aussi faire notre travail et la vie doit continuer. Alors parlons actualité européenne avec le Brexit qui entre en vigueur dans quelques jours maintenant. Le Maroc et le Royaume-Uni ont signé un accord de continuité en octobre dernier et qui portait sur les échanges commerciaux entre nos 2 pays. Est-ce que vous pourriez nous préciser
quelques-uns des grands axes en fait, de ces accords. Oui. Donc il faut reculer un tout petit peu pour nous mettre à l'époque d'octobre de l'année dernière. Il y avait un grand débat, une bataille si vous voulez, entre le gouvernement et le Parlement britannique. Et à ce moment-là, il y avait un très grand risque que le Royaume-Uni allait sortir de l'Union européenne sans accord. Autrement dit, ça aurait été un scénario de no deal Brexit. Et à ce moment-là, tous les accords dont le Royaume-Uni ont bénéficié à cette époque, à travers l'Union européenne, auraient été void. Donc ça n'existerait plus, ça aurait plus existé. À ce moment-là, on aurait été obligé de faire du commerce sur les termes de l'OMC. Autrement dit, avec tous les tarifs, avec les quotas, etc., qui étaient fixés par l'OMC. Et ça aurait été un désastre pour l'exportation des produits marocains envers le marché britannique et vice-versa. Donc cet accord, c'était vraiment un accord d'assurance et de continuité qui nous assurait à ce que s'il y avait un no deal Brexit, on aurait eu un accord sur lequel on pouvait baser nos échanges commerciaux. Grâce à Dieu, c'est pas ça qui est arrivé. Donc on a quand même conçu cet accord, on a signé, etc. Et c'est un accord de continuité. Il y a deux raisons pour cela. La première, c'est que l'Union européenne avait signé à peu près 600 ou 700 accords qu'il fallait répliquer. Et nous, au Royaume-Uni, on n'avait pas la capacité de renégocier de haut en bas tous ces accords. Donc on a conçu l'idée de faire des accords de continuité. C'est pas comme si on avait effacé l'Union européenne, on avait écrit Royaume-Uni. Il y a des changements de quotas, des tarifs, des accords, etc. Donc ça, c'est la première chose, qu'on n'avait pas la capacité de remplacer avec des nouveaux accords bien profonds. Mais la deuxième raison, et c'est la raison pour moi la plus importante, c'est qu'il faut une période où nous, les Britanniques, et vous, les Marocains, on se connaisse mieux en tant que commerce direct, puisque jusqu'à présent, tout notre commerce a été fait à travers l'Union européenne. Et en tant que nouveau partenaire, si vous voulez, on ne se connaît pas assez. Donc rentrer directement dans les négociations pour un accord de libre-échange aurait été difficile, puisque nous, on ne connaît pas nos points faibles ou points forts, et vous, le même. Donc pour moi, une période de continuité, une période de transition est très importante. Ça nous permet de continuer avec les importations des produits comme les tomates ou les fruits, des légumes, des sardines, des olives, etc. Et pour nous, l'exportation de blé, etc. et les services envers le marché marocain. La semaine dernière, à Londres, j'ai écouté mon Premier ministre, mon ministre des Affaires étrangères, mon ministre du Commerce international, qui disait qu'il faut absolument regarder et voir cet accord comme la base. Et il faut construire sur cette base. Il faut imaginer un futur où on va négocier un accord plus profond, plus large, avec une gamme de produits, etc., beaucoup plus inclusive. Donc pour moi, le futur est bien différent que l'actualité. Mais pour le moment, je suis très content d'avoir cet accord qui nous permet de continuer à faire du commerce entre les deux pays. Justement, alors cet accord permet de maintenir une situation des accords qui avaient précédemment été signés, mais ne porte pas sur l'augmentation du volume d'affaires. Donc est-ce qu'il y a quelque chose qui va être prévu en ce sens dans les mois à venir, peut-être pour augmenter les exportations entre nos deux pays, les importations entre nos deux pays? Donc pour moi, il faut expliquer un peu l'horaire du Brexit. À la fin de cette semaine, le 31 janvier à 23h, heure britannique, minuit ici, le Royaume-Uni va sortir de toutes les institutions européennes, la Commission, le Conseil, le Parlement, etc. Mais on va être traité comme État membre de l'Union européenne jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à 31 décembre 2020, pour tout ce qui est les accords internationaux, les traités internationaux, etc. Donc on reste État membre en tant que légalement jusqu'à la fin de l'année. Donc notre accord entre le Royaume-Uni et le Royaume du Maroc n'entre en vigueur qu'à partir du 31 décembre de cette année. À partir de là, on a la possibilité de renégocier, de voir là où il y a des points faibles, des points de force, où on peut augmenter le commerce entre les deux pays. Moi déjà, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vise le secteur des produits agricoles, les textiles, les énergies renouvelables, les ports, logistique, infrastructure, l'éducation. Donc déjà, il y a une gamme assez large. On prévoit le mois prochain une visite de Foodex
au Royaume-Uni qui va avoir des grandes superficies comme Sainsbury's, Tesco, etc., qui déjà achètent beaucoup de produits du Maroc. Et on espère avoir une délégation de ces grandes surfaces qui vont venir ici au Maroc pour voir un peu plus près de ce qu'il y a à faire ici. Je prévois une délégation qui va venir ici à la fin du mois prochain, début du mois de mars, qui va traiter la question de FinTech. Et puis, comme je vous ai dit tout à l'heure, on est l'invité d'honneur à Siam. Donc déjà, il y a une feuille de route pour les mois à venir. D'accord, donc aucun risque pendant la période de transition, on observe un certain ralentissement entre les deux pays. Comment est-ce que vous comptez faire en sorte que cet accord ne connaisse aucune faille et aucun ralentissement, justement? Ok, l'accord, il est déjà rentré en vigueur au Maroc. Au Royaume-Uni, je crois qu'il y a des procédures parlementaires qui terminent le 8 février. Et chose faillante, le 8 février, on a un accord qui rentrera en vigueur le 31 décembre de cette année. Donc là, pour moi, il n'y a pas de défaillance, il n'y a pas de problème. Donc c'est réglé, c'est cadré, c'est fait. Et pour moi, il faut encourager les entreprises britanniques et les entreprises marocaines à se revoir comme des partenaires. Et d'ailleurs, la semaine dernière, à Londres, on a eu le UK-Morocco Business Dialogue. Et il y avait 120 entreprises marocaines et 230 entreprises britanniques qui ont fait des réseaux de networking ensemble à Londres. Donc il y a un intérêt, il y a une augmentation d'intérêt. Et pour nous, les gouvernements, on peut pas... Il y a une belle expression en anglais qui dit « je peux amener mon cheval à l'eau, mais je ne peux pas le contraindre à boire ». Donc c'est pour les entreprises à faire du commerce entre eux, ce n'est pas pour nous les fonctionnaires ou les hommes politiques. Mais ce qu'on peut faire, c'est de créer l'environnement qui est optimal pour du commerce. Et c'est ça que je vais faire. Je vais faire tout ce que je peux pour présenter le Maroc comme pays d'opportunité pour les entreprises britanniques, pour présenter les opportunités que le Maroc offre, non seulement ici au Maroc, mais avec des entreprises marocaines en Afrique. Et je vais faire tout ce que je peux, que ce soit des délégations, visites politiques, visites de businessmen, tout ce que je peux pour vraiment présenter les possibilités ici au Maroc. Le Royaume-Uni souhaite développer ses partenariats avec l'Afrique subsaharienne. On parle carrément d'un comeback sur le continent. Quels sont les secteurs clés qui vous intéressent et comment est-ce que vous allez faire pour supplanter, on va dire, vos rivaux européens? Oui, donc j'hésite devant le mot supplanter. Il y avait un très bon article dans le magazine L'Économiste, il y a à peu près 5 mois, qui parlait de la nouvelle ruée pour l'Afrique et pourquoi cette fois-ci l'Afrique va gagner. Donc c'est pas une question de supplanter ou de faire mieux ou de gagner ou de... Le langage de gagnant et perdant, c'est le langage du siècle passé. Donc maintenant, il faut que ce soit des partenariats. Et c'est ça que le Royaume-Uni offre. Et c'est vraiment le partenariat qui va respecter le droit de l'homme, droits des consommateurs, protection de l'environnement, protection des travailleurs, etc. C'est vraiment un partenariat qui va avoir des qualités très hautes, mais c'est un partenariat pour le long terme. C'est pas qu'on va venir pilier pendant 3 ans et puis repartir, non, on va rester longtemps. Donc ça, c'est l'offre britannique. Et dans les secteurs, je vous ai déjà nommé plusieurs, mais pour moi, vraiment, c'est le secteur financier. Et c'est le secteur financier, non en tant que l'ouverture des banques, mais aussi l'offre d'investissement dans les secteurs verts en Afrique. Par exemple avec Mazen qui va ouvrir des installations solaires ou éoliennes partout en Afrique. C'est là l'investissement britannique qui va pouvoir assister à ce que Mazen ouvre ses opérations dans d'autres pays ou avec OCP qui va ouvrir des usines, etc. etc. C'est question de finances. Et c'est aussi dans les secteurs que je vous ai déjà nommés, surtout agricole, éducation, finance, textile. Donc il y a beaucoup d'opportunités pour moi en Afrique, mais la base de ces opportunités, c'est d'en profiter dans un esprit de partenariat. Et donc pour multiplier ces partenariats avec l'Afrique subsaharienne, le Maroc serait un allié de taille, je suppose? Absolument, absolument. Donc pour nous, si vous voulez, à cause de notre histoire, on connaît très bien l'Afrique de l'Est. On connaît très bien l'Afrique, soi-disant, anglophone. On connaît beaucoup moins l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest. Autrement dit, un peu l'Afrique francophone. Donc pour moi, il y a une relation triangulaire à faire entre le Maroc, le Royaume-Uni et l'Afrique. Et nous, on va pouvoir vous aider à entrer dans les pays anglophones. Et vous allez nous aider à entrer dans les pays francophones. Donc ça va être quelque chose de nouveau.
Mais avec le Brexit, il faut absolument que nous, le Royaume-Uni, ait de la confiance pour aller vers le monde avec un nouvel esprit, pour trouver de nouveaux partenariats, pour trouver de nouveaux amis, pour former de nouvelles alliances avec des pays tiers, et vraiment pour y aller en confiance vers l'avant. Et là, c'est cette relation triangulaire que j'envisage pour le Royaume-Uni et le Royaume du Maroc en Afrique. D'accord. Vous avez aussi la réputation de ne pas mâcher vos mots, d'être quelqu'un de très franc. D'accord. Vous avez pas mal de fois exprimé votre ressenti sur certaines situations. Est-ce que quand on est dans la diplomatie, ça ne pose pas de problème? C'est facile en fait d'avoir ce tempérament? Bon, quand je suis arrivé ici, j'avais regardé tous les ambassadeurs que je connaissais et dont j'admire beaucoup. Ils étaient des gens corrects, droits, etc., etc. Je me suis dit, il faut que je sois comme ça, comme ambassadeur. Après 2 semaines, j'étais fatigué, mais une fatigue profonde, puisque je jouais un rôle. Et je me suis dit, tiens, ils m'ont sélectionné, ils m'ont envoyé comme ambassadeur, ils savaient qui suis-je. Donc il faut que j'aille la confiance d'être moi et d'être authentique. Et donc je me suis dit, bon, c'est comme ça qu'il faut que je sois. Et bien évidemment, il y a des temps où je râle contre la rame, par exemple, ou contre les déchets au barrage ici, et les gens sont un peu surpris. Mais je peux vous dire que j'ai toujours été honnête. Quand j'ai vu quelque chose que j'aimais pas, j'ai dit tout de suite, j'aime pas ça. Et quand j'ai dit quelque chose que j'aimais, j'ai toujours dit que je l'aimais. Mais je raconte mon père, quand j'étais à l'école et je jouais dans un match de rugby, et il râlait contre moi. Et je dis, papa, tu es un peu dur avec moi. Il a dit, si ce n'était pas important pour moi, je ne dirais rien. Donc le fait que je me trouve engagé vers le Maroc et que j'ose critiquer ou dire des choses comme les gens conduisent ou le fait qu'ils jettent les paquets par terre, c'est pas que je veux critiquer, c'est pas une question de racisme, c'est pas une question de supériorité, c'est puisque j'aime le pays. Et je trouve que le pays, il est magnifique. Donc je veux absolument que le pays soit à la hauteur de ses possibilités. Donc oui, effectivement, de temps en temps, ça m'a mené dans des problèmes, mais je crois que c'est mieux d'être honnête que toujours vivre un mensonge ou vivre quelque chose qui ne soit pas honnête. Qui aime bien châtie bien, comme on dit. Exactement. D'accord. Alors dites-moi, on finit toujours par s'imprégner du pays dans lequel on vit. Alors, dans quelle mesure est-ce que ce pays, ce royaume vous a influencé d'un point de vue culturel ou autre? C'est une question très difficile, puisque moi je suis un tout petit peu aventurier. Donc j'ai été un peu partout au Maroc. Et partout où je vais au Maroc, la chose qui m'a tellement touché, c'est la générosité du peuple marocain. Je vous raconte, on était dans le Haut-Atlas, et il pleuvait, et on allait faire le Toubkal. Et on arrive à une petite auberge, on allait prendre juste un tout petit peu de l'abri puisqu'il pleuvait, et une vieille dame sort, elle nous offre un thé, du pain. Elle avait 2 fois rien, mais on était invités, donc elle a montré une hospitalité extraordinaire. Donc c'est ça qui m'a vraiment marqué, cette générosité d'esprit, cette chaleur envers les autres. Et ça c'est quelque chose d'exceptionnel. Mais aussi c'est la cuisine. Il faut dire, quand je suis arrivé ici, mon chauffeur m'a dit vous allez gagner du poids. Je dis non, jamais. Après 7 mois, effectivement, je me suis rendu compte qu'il fallait suivre un peu le régime, puisque vous mangez bien ici. Qu'est-ce que vous mangez bien? Donc il y a ça, il y a aussi le fait que vous soyez... J'étais en Argentine et c'est le 8e plus grand pays du monde. On a pris un quart du sud jusqu'au nord. Il y a eu 56 heures sur la route pour arriver de Calafate à Buenos Aires. Donc c'était loin. Le Maroc n'est pas aussi grand que ça, mais vous avez une variété géographique ici extraordinaire. Donc, et chaque partie du pays a des coutumes différentes, a des racines différentes, a un peu la culture différente. Donc c'est vraiment ça qui m'a remarqué, qui m'a marqué. C'est la chaleur des personnes, c'est la qualité de la nourriture et c'est le fait que dans un relativement un petit pays, vous avez une variété géographique extraordinaire. Donc moi je suis devenu un tout petit peu ambassadeur pour le Maroc aussi. Alors si vous étiez un proverbe ou une coutume de ce pays, ça serait lequel ou laquelle? Pour moi ce serait l'hospitalité. Le fait qu'on ouvre toujours les portes. On est toujours prêt avec quelque chose à manger, quelque chose de chaud, quelque chose pour montrer un accueil envers les personnes. Si je pouvais être quelque chose, je serais une tagine, puisque la tagine c'est une surprise.
On arrive avec ce pot qui est déjà d'une taille un peu différente. On le voit, on dit mais c'est quoi ça? Et puis on ouvre et il y a toute la surprise qui sort, que ce soit l'odeur de la nourriture, que ce soit la vapeur qui s'échappe, que ce soit le goût qui déjà on a envie de le manger. Donc le Maroc c'est un peu comme ça, on l'ouvre et c'est une belle surprise. Monsieur Reilly, merci beaucoup pour votre accueil et cet entretien très informatif. On vous souhaite très bonne continuation pour les quelques mois qui vous restent au Maroc et pour le reste de votre carrière aussi.